C'est souvent les projets qui sont qu'on garde en mémoire, qui marquent un peu l'histoire. Une réhabilitation réussie, c'est celle qui rend hommage au passé, mais qui sait s'accaparer les nouvelles techniques. Pour moi, c'est la fierté d'avoir réalisé un beau projet qui va durer dans le temps, parce que c'est un beau projet. Léon Gross a trouvé des réponses que je n'avais pas imaginées. Il y a des bâtiments qui sortent de l'ordinaire et on le voit avant même d'y entrer. Ici, au complexe Alain Mimoun, il ne s'agit pas simplement d'une grosse boîte de béton, mais d'un lieu pensé pour accueillir le sport dans toute sa diversité, de l'effort individuel à la pratique collective. Je suis Sylvain Prosperi, je suis directeur des grands projets Île-de-France chez Léon Gross et j'ai rejoint l'entreprise il y a maintenant 14 ans. On a 140 ans d'existence et on a un savoir-faire dans le béton qui est assez reconnu. Et on a eu vent que le maire de la ville de Rueil-Malmaison cherchait à requalifier une ancienne friche industrielle, parce qu'on est ici sur une ancienne friche que Renault a abandonnée dans les années 2000. Et la mairie a cherché à requalifier ce site. Et on a entendu parler qu'il y avait des grandes ambitions pour un équipement sportif multitechnique. Et on a entendu parler de ce projet-là et on s'est dit que peut-être l'entreprise Léon Gross, forte de son savoir-faire, pouvait être pertinente pour réaliser ce projet-là. Ce bâtiment, c'est aussi la vision d'un architecte célèbre, Rudy Ricciotti. Connu pour ses projets originaux, il conçoit ici un bâtiment qui dialogue autant avec le territoire qu'avec le ciel. L'autorité symbolique et sociale du rôle d'un bâtiment sportif dans la cité. D'où cette idée archétypée d'un temple du sport. Et on a senti cette volonté de faire de ce bâtiment un peu un totem, une entrée de ZAC, et on a senti l'aspect un peu vitrine et un peu waouh que la ville voulait pour son projet. Donc on a réfléchi aux agences. On s'est tout de suite tourné vers des agences un peu de renommée internationale pour pouvoir répondre à cet enjeu-là. Et c'est vrai qu'on a une histoire toute particulière avec l'agence Rudy Ricciotti, avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Et j'avoue qu'on travaille assez en confiance mutuellement, puisqu'on s'apporte beaucoup l'un et l'autre. Rudy Ricciotti sait mettre en valeur le savoir-faire de l'entreprise Léon Gross. Et l'entreprise Léon Gross lui répond bien en réalisant des ouvrages vraiment d'une bonne qualité sur ce projet-là. Ce qu'on retient ici, c'est que l'architecture dépasse la fonction. Car au-delà de l'esthétique, ce bâtiment est également une prouesse technique. Dans le complexe Alain Mimoun, pas de faux semblants. Ce qu'on voit, c'est ce qui a été construit, et ce qui a été construit, c'est ce que l'architecte a pensé dès le départ. Je connais Léon Gross depuis... ça fait 30 ans que j'ai la chance de partager des chantiers avec Léon Gross. Moi, je suis émerveillé par cette entreprise familiale qui maintient des savoir-faire, des mémoires, des techniciens de haut vol. Des projets qui mobilisent autant de personnes, c'est nécessaire de trouver un sens pour tout le monde. Et donc, ce qu'on a essayé de faire sur ce projet-là, c'est d'essayer d'aligner l'équipe autant de l'agence Rudy Ricciotti que de celle d'Emmanuel Coste, que de l'ingénierie, que de nous, nos enjeux, dans un objectif commun de satisfaire la mairie de Rueil. Alors, je m'appelle Patrick Collier, je suis maire de Rueil-Malmaison et président de la métropole du Grand Paris. Alors, je n'ai pas soutenu ce projet, j'ai voulu ce projet. Pour des raisons d'opportunité dans la ville, parce que nous n'avions plus de foncier et qu'il y avait 4 équipements sportifs importants à réhabiliter ou à créer à Rueil. Moi, je suis très heureux de l'architecture qu'a prévue mon ami Rudy Ricciotti, qui a fait quelque chose de très beau. Et je suis tout à fait impressionné par la qualité du travail de l'entreprise Léon Gross. On a la chance aujourd'hui d'être dans la salle de tennis de table. C'est un peu le cœur du bâtiment, parce qu'on a d'un côté le gymnase, de l'autre côté le centre aquatique, c'est la jonction entre les deux. Et au-dessus de nous, on ne le voit pas, mais il y a ce terrain sportif, on a une piste d'athlétisme et un terrain de foot sur le toit. On peut imaginer des joueurs de foot en train de jouer sur le toit du Mont Valérien, parce qu'on est à Rueil-Malmaison. Et donc je suis très heureux d'être ici dans cette salle, qui est finalement le cœur du temple du sport. Vous avez noté qu'il y a beaucoup de colonnes. Sauf que ces colonnes sont toutes différentes. Elles ont toutes des longueurs différentes. Donc vous imaginez, il n'y a qu'un seul type de coffrage pourtant. Et donc il fallait gérer ce hasard, qui n'en est pas un, puisque tout est géométriquement stable. Et je trouve que l'entreprise a été très habile
parce qu'on aurait pu prendre le bouillon sur cette histoire de colonne avec des inclinaisons différentes, des longueurs différentes. Et donc, quand tu inclines une colonne à l'arrivée, vous voyez bien, c'est une horizontale variable, il y a un angle variable. Léon Gross a trouvé des réponses que je n'avais pas imaginées. Donc je suis Mickaël Plazotta, je suis intervenu sur le complexe Alain Mimoun en tant que patron de chantier pour le compte de Léon Gross. On a utilisé notamment la pose contraint avec des poutres de 50 mètres de portée qu'on a fait à 16 ou 18 mètres de haut. Donc ça c'était un peu la technicité de mise en œuvre. Le bois et l'alu qui ne travaillent pas forcément de la même façon et par rapport au gradient thermique, on a des dilatations différentes. Et pour ce faire, le sujet était l'attache. Et donc tout le travail a été de déterminer la tâche qui permettait la dilatation des matériaux, tout en respectant l'étanchéité de l'enveloppe. Ce chantier pourrait se résumer en 3 mots. Moi je dirais le premier serait ambitieux par son architecture, technique parce qu'on a mis en place plein de techniques qui se rapprochaient plus du génie civil. Donc je sais que les équipes travaux, ils ont adoré de faire ce chantier parce que forcément tous les jours c'était un challenge. Et après humain parce que forcément un chantier comme ça, quand vous êtes sur un gros projet, on est fier de le réaliser. Et puis c'est un vrai collectif quoi. Et c'est une histoire commune quoi. Donc c'est un bâtiment qui est utilisé à plein de ses possibilités et aucun mètre carré n'est laissé pour compte pour le sport. Donc c'est plusieurs milliers de sportifs de Rueil qui en profitent d'une manière très régulière avec les familles. Donc je suis très heureux d'avoir pu, avec mon équipe, travailler avec Rudy Ricciotti en tant qu'architecte, avec l'entreprise Léon Gross en tant que constructeur. Tous ceux qui ont travaillé avec eux, bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, mais chapeau, ils ont fait du bon boulot. Qu'on a réussi à faire de ce projet un véritable temple du sport. Alors une livraison réussie sur un projet de cette ampleur, ou quelle que soit l'ampleur du projet, c'est la satisfaction du client, ça c'est la première. La satisfaction de l'utilisateur final. Et pour moi, c'est la fierté d'avoir réalisé un beau projet qui va durer dans le temps, parce que c'est un beau projet. Et lorsqu'on travaille avec des entreprises, il faut que ces entreprises soient des frères d'armes. Et Léon Gross, pour moi, ce n'est pas un ennemi, c'est un frère d'armes. C'est une confiance presque de type militaire. Honneur, discipline, fidélité, fraternité. Voilà. Honneur et fraternité. C'est ça, le partenariat avec Léon Gross. À La Défense, une silhouette vient de changer de visage, la Tour Aurore. Construite dans les années 70, puis promise à la démolition dans les années 2010, elle aurait pu disparaître, mais c'est finalement un autre choix qui a été fait, celui de transformer plutôt que démolir. Un chantier d'envergure qui a permis de redonner vie à ce qui existait tout en l'ouvrant vers l'avenir. 6 étages ont ainsi été ajoutés, l'enveloppe entièrement repensée et l'intérieur réorganisé pour accueillir une nouvelle génération d'usagers. Je suis Jean-Paul Viguier, je suis architecte. Et l'agence que je dirige a donc fait la rénovation de cette tour ici, la tour Aurore. Qu'est-ce qu'on fait avec cette tour? Est-ce qu'elle vaut la peine d'être réhabilitée, changée? Et pas seulement réhabilitée, probablement transformée, d'une certaine manière recréée, c'est-à-dire redessinée complètement pour devenir une nouvelle tour. Est-ce que c'était possible de faire ça? Donc on a essayé de refaire un vocabulaire de façade qui était un vocabulaire de l'époque et non plus celui ancien. Et ce vocabulaire a conservé pour la tour principale donc l'écriture horizontale. Et au contraire, il a verticalisé le pavillon. C'est-à-dire que, comme le pavillon était plus bas, donc nous ne voulions pas que ça fasse un petit champignon, comme disait Schubert, là, à côté d'une grande symphonie, mais que les deux participent d'une dialectique de l'écriture des façades. Donc l'une est verticale, l'autre est horizontale. Voilà, et on peut plus les séparer. Et elles se rejoignent effectivement sur les façades par les quelques premiers niveaux en bas, qui sont eux complètement vitrés et traités identiquement d'une tour à l'autre. C'est-à-dire que là, on sent bien qu'il y a la recherche d'une unité de plateau et de fonction dans les parties basses, alors qu'au contraire, dans les parties supérieures, chaque tour exprime la manière dont l'intérieur a été dessiné. La Tour Aurore, c'est un peu un manifeste contre la démolition qui montre qu'on peut faire du neuf avec ce qui existe déjà. Un acte d'architecture qui accompagne un geste urbain responsable.
Je m'appelle Alexandre Petit, je travaille chez Orfeo Développement et sur l'opération de la tour Aurore et du pavillon Aurore, j'ai assuré la fonction de directeur de projet en tant qu'assistant maître d'ouvrage pour ce projet. Ce qui la rend si particulière, c'est que c'est la première opération de ce genre. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on a pris une tour existante de la première génération de tours, donc années 60, qu'on l'a surélevée, qu'on a tout refait à l'intérieur et qu'on y a adjoint les services, mais de manière déportée au sein du pavillon à côté. Derrière la façade de verre, il y a de l'intelligence. Des ouvrants pensés pour aérer naturellement les étages, réduire les consommations et offrir un confort d'usage quotidien. Et j'avais vu à Francfort des tentatives qui n'avaient pas abouti de ce qu'on appelait des fenêtres à pantographe. C'est-à-dire, vous savez, le pantographe, c'est ce mécanisme à ciseaux comme ça qui permet de projeter dans le vide des poids tout en les maintenant horizontalement. Je me suis dit, si on adapte ça à une baie vitrée, ça devrait marcher. Alors ça, c'était plus facile à dire qu'à faire, quoi. Et donc nous, on s'est dit, il faut qu'on propose quelque chose qui puisse permettre d'ouvrir la fenêtre. Et puis, effectivement, Kyotech est arrivé avec la solution d'ouvrant à pantographe, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc à projection horizontale vers l'extérieur. Et on l'a développé à l'époque avec le bureau d'études. Et c'est vrai que par rapport il y a plein d'autres typologies d'ouvrants, mais celle-ci nous a paru extrêmement adaptée parce qu'elle permet de maintenir le dessin de la façade sans apercevoir de montant entre les ouvrants. Thomas Poletti, architecte à l'agence Jean-Paul Viguier. J'ai rejoint le projet en 2018, soit un an après que l'agence ait commencé à travailler dessus, et je l'ai accompagné dans le développement jusqu'à sa livraison en décembre 2022. Une des contraintes de la tour existante était la faible hauteur qu'elle avait entre chaque niveau dalle à dalle. Mais c'était en fait un avantage puisque pour pouvoir actionner ces ouvrants en mettant les poignées à mi-hauteur, nous pouvions les actionner sur une seule hauteur entière, sans avoir à recouper horizontalement le vitrage. Donc la façade garde cet aspect monolithique avec ces ouvrants qui font toute la hauteur d'une baie vitrée et qui peuvent être repoussés ainsi. Jean-Marc Babé, Country Manager pour Kyotech. Il y a eu plusieurs enjeux un peu plus poussés. On a, je pense notamment à l'intégration de ces ouvrants qui servent de ventilation naturelle, d'une part, pour le confort des usagers, mais également d'ouvrants de désenfumage de secours. Et ce pantographe, ça a été une solution effectivement qu'on a apportée à l'architecte pour s'inscrire dans son dessin et conjuguer un certain nombre de performances pour différents critères, le confort on l'a dit, la ventilation en cas d'incendie et également la résistance puisque sur un ouvrage comme celui-ci, dans les derniers niveaux, elles sont plutôt exposés à des efforts de vent importants et le pantographe c'est une solution pour avoir un ouvrage pérenne et solide en position ouverte par l'utilisateur. Kyotech a été très sensible aux principes architecturaux qui étaient de retrouver l'écriture graphique, l'écriture architecturale de la tour d'origine. Donc très tôt, ils ont été convaincus qu'il fallait nous accompagner dans ce processus et nous avons travaillé de manière très fluide, très directe et très productive pour réaliser ces intentions architecturales. Et effectivement, ils nous ont accompagnés sur un plan technique pour que nous puissions réaliser un projet qui respecte toutes ces intentions. Un autre avantage de la tour existante était la structure même de la dalle de chaque niveau, qui était nervurée. Ces nervures ont été une composante importante dans le dessin de la façade puisque c'est elles qui ont déterminé la cadence des ouvrants, la cadence des montants. Donc de cette contrainte, nous avons fait un avantage et Kyotech l'a tout à fait étudié dans ce sens et nous a permis de développer ces ouvrants pantographiques. En faisant le choix de la réhabilitation, le projet évite la production de milliers de tonnes de déchets et limite donc son empreinte carbone. Une stratégie responsable pour l'un des quartiers d'affaires les plus denses d'Europe. Alors, le pavillon qu'on voit derrière moi, qui a été établi par les équipes de Nicolas Sisto, est un très bon exemple de l'interaction entre les différents intervenants. Je pense à l'architecte qui initialement, évidemment, avait l'intention de choses très élancées et très réduites, très étroites en termes de trame, en termes de masse vue. Et en l'occurrence chez nous, ça a été le choix de se dire, effectivement, une solution construite sur chantier serait pour le coup plus robuste et plus durable pour la reprise de ces efforts qu'une construction hors site, pour lequel on aurait pu trouver des solutions, mais au détriment peut-être de la dimension des éléments et du coup du geste architectural initial, quoi. Non, moi j'ai un souvenir très ému, mais vraiment très ému quand j'ai vu arriver les premiers modules d'angle sur le site avant qu'ils soient posés et qu'ils étaient entreposés en bas de la tour, où vraiment c'était comme des ovnis, comme des extraterrestres, posés les uns à côté des autres, avec le bandeau cintré, parce que c'est ça aussi
La difficulté de cet élément-là, c'est qu'il y a un bandeau qui est réalisé d'un seul tenant, avec un vitrage cintré d'un seul tenant, et vraiment des objets modulaires installés à même le sol avant qu'ils soient montés. Et effectivement, on a une émotion quand on imagine un projet, quand on le dessine, quand on le maquettise et qu'on le voit se réaliser progressivement sous nos yeux, et que finalement tout est conforme, tout correspond. Et les moindres petites contrariétés, les moindres petits sujets délicats, techniques sont traités et réglés par les différents intervenants du projet. Et c'est là que j'en viens à cette dimension très positive de l'ensemble du projet. C'est-à-dire que quand on est avec des entreprises, quand on est accompagné par des entreprises qui ont envie de bien faire parce qu'ils savent que c'est un projet important, intéressant, vertueux, tout d'un coup, tous les problèmes s'effacent. La tour Aurore ne fait aujourd'hui plus partie du passé. Elle est même devenue un repère pour demain, faisant la preuve que réhabiliter, c'est aussi se projeter vers l'avenir. On ressent la trace de l'ancienne tour partout. Et ça, c'est un moyen pour nous très important de garder un lien avec l'histoire de l'architecture. Et le fait d'avoir fait ce travail par la transformation permet de garder le lien avec l'histoire. Une réhabilitation réussie, c'est celle qui rend hommage au passé, mais qui sait s'accaparer les nouvelles techniques et sait se tourner vers le futur avec ses ambitions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la tour toute seule ou le pavillon tout seul. Et vraiment, c'est ça pour moi qui fait la grande particularité de cette tour. Après, il y a les horizontalités dont on a parlé, qui architecturalement la rendent aussi très particulière. Puis moi, je la trouve très belle, mais c'est mon avis personnel. La tour Aurore, c'est l'exemple d'un bâtiment qui aurait pu être un souvenir et qui devient une promesse. Celle d'une ville qui change sans repartir de zéro.